aujourd'hui, je vais vous présenter Laurent Binet avec la 7e fonction du langage, qui est son dernier roman paru chez Grasset. Donc, le préambule du livre, c'est Roland Barthes qui traverse la rue devant le Collège de France et qui se fait écraser par une camionnette de blanchissage. Et là, en fait, il tenait dans ses mains un manuscrit sur lequel il travaillait depuis un long moment, qui est un manuscrit qui permet de décrypter en fait les fonctions du langage. Et cette fonction-là permet en fait de faire un peu ce qu'on veut avec les foules, donc de manipuler les foules et de les emmener là où on veut. Et donc ce manuscrit, lorsqu'il se fait écraser, il se fait voler. Et donc tout le livre commence en fait au départ sur cette enquête-là, où pourquoi on a tué Roland Barthes et qui veut ce manuscrit qui est tellement secret. Donc pour mener cette enquête, on va mettre un commissaire poujadiste, totalement hermétique à toute cette vie étudiante et culturelle des années 70. Et pour l'accompagner, on va mettre un petit jeune prof de fac qui va l'accompagner, qui va décrypter justement tous les codes de cette société qui est pour lui totalement secrète, quoi. Ce commissaire va donc croiser toute la société culturelle et intellectuelle des années 70. Donc il va croiser Derrida, il va croiser BHL dans ses jeunes années, il va croiser Solers, il va croiser Lacan, il va croiser John Borg aussi, il va croiser Mitterrand, voilà, il va croiser tout ce monde-là, toute cette vie intellectuelle-là des années 70 et 80. C'est vraiment très drôle et très bien écrit. Le point aussi important du bouquin, c'est qu'il y a un moment, il va tomber sur une société secrète, un peu à la Fight Club, dont Umberto Eco sera le héros. Delphine de Vigan a eu beaucoup de retombées médiatiques à la sortie de son précédent roman, qui était Rien ne s'oppose à la nuit. C'est un livre sur la bipolarité de sa mère. Et elle en a ressenti les effets assez rapidement. Ça a été quelque chose de très lourd, de très difficile pour elle. Et à tel point qu'elle n'arrivait plus du tout à écrire. Et à chaque fois qu'elle croisait quelqu'un qu'elle connaissait, ou un lecteur, ou quelqu'un qui avait aimé son livre, on lui demandait « Et alors, quand est-ce que vous en écrivez un nouveau ?» Et elle est vraiment dans l'impossibilité, mais même physique, d'en écrire un nouveau. Elle ne peut plus s'approcher de son ordinateur, elle ne peut plus écrire, jusqu'au jour où, par hasard, à une soirée, elle va rencontrer une certaine elle, on a juste son initiale, et cette femme va bouleverser sa vie. Ça devient sa meilleure amie, un peu du jour au lendemain. Elle sait absolument tout de Delphine de Vigan. Elle l'écoute, elle la conseille, elle lui met quelques coups de pied aux fesses pour qu'elle se remette à écrire. Et à la fois, elle la vampirise, on peut dire que ça. Elle la vampirise et elle va prendre peu à peu une part beaucoup trop importante dans sa vie. Ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que tout au long du récit, on se pose la question de est-ce que cette elle existe vraiment? Est-ce que c'est une invention de l'auteur? Est-ce que c'est effectivement une personne néfaste ou plutôt bénéfique pour l'écriture de Delphine de Vigan? Voilà, mais je pense que je vous en ai déjà dit beaucoup trop. Alors il y a beaucoup de livres qui sortent actuellement sur le tricentenaire de la mort de Louis XIV. Et donc nous, on en a sélectionné un parmi ceux-là. Donc c'est celui-ci qui raconte finalement les 17 derniers jours de la vie du roi Soleil. On lit habituellement toute sa vie avant ces 17 jours-là, donc tous ces fastes, la construction du château, la vie avec la reine ou la vie avec ses maîtresses, mais on a rarement le pan de lorsque Louis XIV finalement était en détresse et avait des vraies douleurs. Donc là, ce livre va détailler justement toute cette partie-là de sa vie qui est finalement très peu connue. Et donc le bouquin est dissocié en deux parties. Donc il y a les parties où l'auteur décrit tout ce qu'il vit durant sa journée, donc tout ce que la cour peut lui apporter, et toutes les parties qui concernent la nuit, où là le roi part en introspection avec Dieu, avec finalement tout ce qu'il a pu vivre par ailleurs. C'est une vision qui n'est pas habituelle de ce qu'on peut avoir comme vue sur le roi Soleil finalement. Donc cette vision d'un homme qui a la gangrène, qui lui ronge totalement les os, et finalement qui a beaucoup de doutes. Alors il a fait beaucoup de guerres, il a eu beaucoup de choses dans sa vie où il avait des idées très arrêtées. Là finalement ils se sont un peu perdus quand finalement arrive la fin de sa vie. C'est un premier roman un peu particulier. Si on ne s'est pas vraiment renseigné sur l'auteur, on pense lire un roman américain, alors que c'est écrit par un ancien libraire. On va suivre toute une flopée de personnages à différentes époques et dans différentes villes aux États-Unis.
On a par exemple Dwayne qui tente de sauver un petit garçon de sa mère violente, un jeune homme qui met le feu à la maison de ses parents alors que ses parents sont toujours dedans, une jeune serveuse qui tente désespérément d'échapper à son passé. Et petit à petit, tous ces personnages qui ont une enfance traumatisante, qui vivent une vie un peu cauchemardesque, vont se retrouver prisonniers de la même toile. Et c'est la toile d'un mal beaucoup plus puissant que tout ce qu'ils ont pu connaître jusqu'à aujourd'hui. C'est extrêmement bien écrit, c'est maîtrisé, c'est une description d'une Amérique profonde qui est à la fois pleine d'espace, de nature, et puis qui est extrêmement glauque finalement. Et en même temps, on s'attache à tous ces personnages, on ne sait pas trop si ce sont les loups ou les moutons dans l'histoire. Ça alterne assez souvent. Et on a vraiment l'impression de lire un roman américain. Il y a un côté fantastique, un côté road movie aussi. C'est vraiment une belle réussite et je pense que c'est un auteur très prometteur.